All right, Alexander, let's talk about the energy situation. Très bien, Alexander. Parlons de la situation énergétique dans le monde, qui est affectée par la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz. L'Iran publie des déclarations selon lesquelles Ormuz ne rouvrira pas tant que les États-Unis ne mettront pas fin à la guerre et n'accepteront pas les conditions avancées par l'Iran. Des conditions plus dures que celles qu'il proposait initialement, il y a disons quelques mois, des conditions que les États-Unis ne pourront pas accepter. Et les États-Unis publient des déclarations affirmant qu'ils peuvent maintenir indéfiniment le blocus contre l'Iran. Tout cela a un effet considérable sur la situation énergétique et pétrolière dans le monde. Nous recevons des informations selon lesquelles les pénuries sont bien réelles et qu'elles auront de graves répercussions sur les économies mondiales au cours du mois à venir, ou à peu près. Qu'en pensez-vous? Eh bien, tout d'abord, je dois dire que je suis d'accord avec cela. Et j'ajouterai rapidement que cela confirme notre analyse depuis le tout début de ce conflit, en février. Nous avons toujours été sceptiques quant à la possibilité d'une issue négociée à ce conflit. Nous avons toujours supposé que le détroit d'Ormuz serait fermé à un moment donné au cours de ce conflit. Et nous avons toujours été sceptiques quant au fait que, tant que ce conflit ne sera pas terminé, et vraiment terminé, les Iraniens résisteraient à toutes les tentatives visant à le rouvrir. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui leur donne un moyen de pression. Comme nous l'avons évoqué dans plusieurs émissions, il n'est peut-être pas dans leur intérêt à long terme de maintenir le détroit d'Ormuz fermé. Mais à l'heure actuelle, à ce stade précis, les arguments en faveur de son maintien fermé sont convaincants pour eux. Cela signifie que les gens doivent commencer à reconnaître la situation, à l'accepter et à prendre leurs décisions, en partant du principe que dans les mois qui viennent, bien au-delà de l'automne et pendant l'hiver, le détroit d'Ormuz va rester fermé et que l'approvisionnement énergétique de l'économie mondiale va continuer de diminuer. Et par-dessus tout cela, nous voyons maintenant apparaître de nombreux autres problèmes dans le système énergétique. Des informations indiquent que les États-Unis ont recommencé à puiser dans leurs réserves de pétrole. J'ai entendu dire que les États-Unis étaient désormais descendus en dessous du... Alors qu'il y a seulement quelques semaines, on nous disait que s'ils passaient sous cette limite, l'intégrité des cavernes où le pétrole est stocké commencerait à être compromise. Mais les États-Unis sont allés en dessous de ce niveau. Et les informations faisant état de graves pénuries de gaz naturel en Europe s'accumulent. Les réserves de gaz naturel atteignent désormais un niveau dangereusement bas. Jusqu'à présent, je voulais éviter de le dire, parce qu'il me semblait que jusqu'il y a quelques semaines, il y avait encore le temps et la possibilité d'acheter du gaz naturel liquéfié, pour reconstituer les réserves. Mais cela ne s'est pas produit. Le GNL a plutôt été acheminé vers l'Asie et non vers l'Europe. Selon certains rapports, les réserves de gaz naturel de l'Allemagne ne sont qu'à 50% du niveau auquel on s'attendrait à cette période de l'année. Ou peut-être qu'elles ne sont remplies qu'à 50%, alors qu'on s'attendrait plutôt à un niveau de 70 à 80% à cette période de l'année, en préparation de l'hiver. Et il semble que la demande de gaz aux États-Unis augmente en partie, mais pas uniquement, à cause des centres de données qui ouvrent partout dans le pays. L'énergie sur laquelle ils s'appuient provient au final du gaz. Donc l'utilisation du gaz augmente aux États-Unis. Et eh bien, il y a moins de gaz naturel disponible. Bien sûr, le gaz russe acheminé par gazoduc ne circule plus vers l'Europe. Les Européens se sont dit qu'ils devaient arrêter d'acheter du GNL russe. Cela touche donc à sa fin. Et pour aggraver encore les choses, on observe aussi des pénuries croissantes de gazole et de carburant aérien. Et leurs prix sont apparemment en train d'augmenter.
are apparently now rising. So, going back to something that you said in previous programs. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit dans des émissions précédentes, nous avons connu cette situation très étrange, où malgré la fermeture du détroit d'Ormuz, les prix n'ont jamais augmenté. Les prix du pétrole brut ne sont jamais montés aussi haut que beaucoup s'y attendaient. Et nous avons vu que les prix à la pompe, et, vous savez, dans le secteur aérien, ne semblaient pas flamber comme nous l'avions prévu. Mais tout indique de plus en plus qu'il y aura une forte hausse des prix à l'automne, surtout en Europe, et probablement aussi en Extrême-Orient. Et les gouvernements ne font rien pour s'y préparer, comme s'ils ignoraient cette réalité. Ils continuent de mener des politiques qui, au contraire, risquent fort d'aggraver ces problèmes. Enfin, nous verrons bien où cela nous mène. We'll see where that takes us. Are they oblivious to all of this? I mean, I could see some people. Sont-ils inconscients de tout ça? Je veux dire, je peux comprendre que certaines personnes en Europe soient totalement inconscientes de tout ça. Mais il y a aussi des gens en Europe et en Asie. Je crois que vous parlez du Japon, qui paraît très fragile en ce moment. Il y a clairement des gens au Japon qui comprennent que la situation est catastrophique. Pourquoi ne font-ils rien? Et peut-être qu'ils ne font rien parce qu'il s'agit d'une sorte de démolition contrôlée. Je veux dire, ils veulent... J'essaie de comprendre pourquoi ils voudraient ça, mais peut-être qu'ils veulent effectivement que les prix explosent, que l'inflation s'envole. Eux, ils ne sont pas touchés par ça, n'est-ce pas? Ce sont les citoyens qui en souffrent. Mais qu'ont-ils à gagner, à tout brûler? Comment ça va-t-il affecter les gens au Japon? How will this affect people in Europe and in Japan? Well, it's going to affect them very, very badly. I mean, we're going to see Eh bien, cela va les affecter très, très durement. On va assister à une forte hausse, une hausse majeure du coût de la vie en Europe, à l'automne et en hiver. Les budgets des gens sont déjà sous pression et ils vont l'être encore davantage. La même chose va vraisemblablement se produire au Japon et chez certains autres grands producteurs industriels asiatiques. Mais il y a autre chose qui va se passer, et il est difficile de voir comment cela pourrait désormais être évité. Pour maintenir disponibles, au moins, les approvisionnements en gaz et en certains types de carburants, la seule solution qui semble probable aujourd'hui, c'est la destruction de la demande. Autrement dit, la désindustrialisation va s'accélérer en Europe et dans certaines régions d'Asie, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Les grandes usines qui dépendent de l'énergie vont devoir fermer, parce que le coût de l'énergie va devenir trop élevé. Et cela va nuire à leur compétitivité globale, comme c'est constamment le cas depuis 2008. Les guerres de l'énergie ont commencé avec la suspension de Nord Stream 2 en février 2022. Je veux dire, la grande histoire de ces 5 dernières années, c'est celle d'une guerre majeure pour l'énergie qui se déroule. L'Occident mène des guerres de l'énergie, avant tout contre les Russes, et dans une certaine mesure, comme nous le voyons maintenant, contre les Iraniens. Et bien sûr, les Russes et les Iraniens ont réagi. Et comme on le voit aussi en ce moment, ce sont les puissances occidentales, ou du moins certaines d'entre elles, les Européens et les Japonais, qui sont les plus touchés. Alors vous dites, y a-t-il là un plan de démolition? J'ai du mal à y croire. Mais il existe une théorie qui me paraît peut-être un peu plus plausible. C'est que la hausse des coûts de l'énergie pourrait, dans une certaine mesure, être liée à une sorte de plan visant à déstabiliser les systèmes financiers qui se mettent en place à travers les mécanismes des BRICS et avant tout en Chine. Et quelqu'un écrit sur ce sujet de manière très intelligente et très documentée. Et son nom, c'est un homme appelé Ryan Perkins, que je connais un peu, je dois le dire. C'est une analyse très sophistiquée, et je ne vais pas l'explorer davantage dans cette émission. Mais tout ce que je dirais, c'est que si telle est la stratégie, et elle est très étroitement liée à la personnalité de Scott Bessent au Trésor,
Si c'est bien la stratégie, alors elle me semble extraordinairement imprudente. C'est un pari énorme. Eh bien, avant de créer de sérieux problèmes à la Chine et au reste des BRICS, elle va infliger des dégâts immenses aux économies occidentales, à l'Europe et au Japon. Et je ne pense pas que les gouvernements de ces pays en mesurent pleinement les conséquences. Fully understood by the governments of these countries. Yes, you are absolutely correct. There are Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a des sondeurs, il y a des conseillers politiques, il y a des gens du secteur de l'énergie, il y a des représentants de l'industrie qui essayent de faire comprendre au gouvernement à quel point toute cette situation devient dangereuse. Mais il me semble que les dirigeants politiques en Europe et dans une large mesure en Grande-Bretagne et au Japon sont tous enfermés dans un cadre idéologique où ils se voient engagés dans une sorte de confrontation à long terme avec les Russes en particulier. Et ils ne peuvent pas y renoncer parce que ce serait reconnaître une défaite. Et c'est tout simplement hors de question pour eux. Yeah, I agree with you. I do think there are people Oui, je suis d'accord avec vous. in the collective West. Je pense effectivement qu'il y a dans l'Occident collectif, en Europe et au Japon, des gens à qui l'on a dit que c'était le plan. Ils comprennent qu'ils vont devoir souffrir, que leurs pays devront, au bout du compte, souffrir pour le bien de l'Empire, afin d'abattre les BRICS, d'abattre la Chine. En réalité, d'abattre la Chine pour préserver l'Empire dans son ensemble. Et comme nous l'avons dit dans de très nombreuses vidéos, certaines élites en Europe et au Japon le comprennent et s'en accommodent. Parce qu'au bout du compte, c'est à ça que servent les vassaux, non? Leur rôle est de préserver la position de l'Empire. The standing of the empire. Is there also a type of wealth transfer in all of this? In that Est-ce qu'il y a aussi, dans tout ça, une forme de transfert de richesse? En rendant la vie si difficile, si coûteuse, si dure pour les gens, est-ce qu'au fond, tous les actifs qu'ils possèdent, toute leur richesse, personnelle ou professionnelle, finissent par devoir être vendus et transférés à un petit groupe de personnes ou de groupes qui ont de l'argent? Je pense au cas de la Grèce, au cours des 15 dernières années, depuis l'austérité. C'était un transfert de richesse, pour le dire simplement. Le peuple grec a énormément souffert. Et pour survivre à cette crise d'austérité qui a duré une décennie, une grande partie de la population a dû tout vendre à de riches étrangers. Et d'ailleurs, cela continue encore aujourd'hui. Absolument. and it still goes on today, by the way. Right? Absolutely. Yeah. So Absolutely. could that be part of it as well? Well, very quite possibly. I mean, whether Cela pourrait-il aussi en faire partie? C'est tout à fait possible. Je veux dire que ce soit le plan ou non, c'en est indéniablement l'effet. La richesse en Occident se concentre de plus en plus. Prenons un exemple très simple, très évident, peut-être le moins sinistre. La hausse des prix de l'énergie va profiter aux entreprises du secteur énergétique et aux personnes qui y ont investi. Donc elles tirent leur épingle du jeu, même si ce n'est pas le cas des autres. Cela dit, je ne pense pas vraiment que les entreprises énergétiques orchestrent elles-mêmes tout cela. Je pense que si l'on parle de plans, ces plans sont probablement élaborés par d'autres personnes, en dehors du secteur de l'énergie lui-même. Mais il y a un transfert massif de richesses et une concentration croissante des richesses qui s'opère dans tout l'Occident. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. Et bien sûr, la confrontation avec avant tout les Russes accélère ce processus. Cela signifie que les impôts augmentent, que les dépenses augmentent, que l'endettement augmente, afin de fournir des fonds à un cercle toujours plus restreint de personnes toujours plus riches. Car ce sont elles qui profitent le plus de cette confrontation. Et ce sont aussi elles qui, soit dit en passant, jouent en fin de compte le rôle central dans la gestion des opérations médiatiques, lesquelles ne cessent d'appeler à la poursuite de ces guerres. Donc vous savez, il y a aussi cela. Mais vous savez, je le redis, si c'est votre stratégie, alors c'est une stratégie profondément erronée d'un point de vue historique.
Parce que la seule chose qu'on puisse toujours dire des empires, c'est que le moment où ils commencent à s'effondrer est celui où tous les avantages de l'empire se concentrent entre les mains d'un groupe toujours plus restreint, et où tous les autres ont le sentiment de ne plus y avoir leur part. Ils n'en reçoivent plus que les charges, sans aucun désavantage. Donc cela ne préservera pas l'empire à long terme, ni même à moyen terme. Cela risque de déclencher sa crise encore davantage, et encore plus vite. Maintenant, je voudrais simplement dire quelques mots sur le Japon. C'est un pays très intéressant, un pays sur lequel, historiquement, je n'ai pas été très bien informé, du moins concernant son histoire moderne. Nous avons récemment fait une émission avec Ray Zucaro, dans laquelle nous avons évoqué la façon dont la hausse des prix de l'énergie et des coûts énergétiques contribue à la baisse du yen. Cette baisse a d'ailleurs repris, malgré l'intervention de Scott Bessent. Nous avons aussi parlé du problème que la chute du yen pourrait potentiellement poser au système financier mondial dans son ensemble. Le Japon est un cas d'étude intéressant parce qu'il dépend beaucoup, extrêmement beaucoup, des importations d'énergie. Or, l'endroit évident d'où il devrait importer son énergie, c'est le grand producteur d'énergie qui se trouve juste à sa porte, la Russie. La Russie est un grand producteur d'énergie en Extrême-Orient, à Sakhalin, dans d'autres régions de l'Extrême-Orient, ainsi que dans l'Arctique. Le Japon, les précédents premiers ministres japonais, comme Shinzo Abe par exemple, tenaient beaucoup à établir des liens avec la Russie. Et Abe a mené une politique volontariste pour tenter de développer de bonnes relations avec les Russes. J'ajouterais que d'après ce que je comprends, il n'existe pas chez les Japonais cette hostilité populaire envers la Russie qu'on trouve chez certaines personnes et dans une grande partie des populations européennes. On aurait donc pu penser que cet arrangement allait de soi pour le Japon. Et pourtant, cela ne s'est pas fait. Et là encore, cela ne s'est pas fait parce que le Japon, grand pays, grande économie, puissance industrielle, continue néanmoins à suivre les dictats de l'Empire, si vous voulez. Ils ont imposé des sanctions aux Russes. Ils ont considérablement réduit les achats d'énergie qu'ils font à la Russie. Ils ont soutenu le plafonnement des prix du pétrole, sur lequel les Américains, sous Biden, ont insisté. Et le résultat, c'est qu'au lieu d'obtenir un accès à l'énergie russe, les relations entre le Japon et la Russie se sont détériorées. Et Poutine, qui vient de voyager en Extrême-Orient, a prononcé tout un discours à ce sujet. Il a parlé de la manière dont les relations avec le Japon se sont dégradées, de façon incompréhensible à ses yeux. Et bien sûr, il vient d'envoyer aux Japonais un nouveau signal. La Russie ne va pas changer de politique de sitôt. C'est au Japon de repenser sa politique, parce qu'il vient de se rendre dans les îles Kouril. Je crois qu'il est le premier dirigeant russe à le faire depuis Medvedev, en fait. Je pense que Medvedev l'a fait. Medvedev, vous avez raison. Vous avez raison, Medvedev. Je pense que vous avez raison. C'est Medvedev qui l'a fait. Voilà. Quoi qu'il en soit, Poutine s'est rendu aux îles Kouril, réaffirmant une fois de plus aux Japonais que ces îles ne sont pas à vendre, qu'elles sont russes, qu'elles ont des populations russes et qu'elles le resteront. Et je ne peux m'empêcher de penser que Poutine entend en partie faire là un reproche aux Japonais en leur disant « Regardez, vous voyez où vous mène votre loyauté envers les Américains. Votre économie est désormais sous pression. Votre monnaie est désormais sous pression. Vous auriez pu régler les choses avec nous, comme le préconisait Shinzo Abe il n'y a pas si longtemps. Mais au lieu de cela, les choses empirent entre nous, ce qui, au bout du compte, signifie que cela empire pour vous. » Oui, Takaichi est en train de tourner au désastre. Oui, absolument. Elle donne l'impression que ça va être un désastre total, oui.
Eh bien oui, encore une fois, c'est déconcertant. Elle a adopté une position très ferme contre la Chine. Mais Abe aussi avait adopté une position très ferme contre la Chine. Sauf que, il faisait très attention à contrebalancer cela en essayant de maintenir de bonnes relations avec les Russes. Takaichi, de toute évidence, n'a pas les compétences d'Abe. Oui, elle a adopté une position très hostile à tout le monde, sauf à l'Occident collectif. Elle est contre tout le monde, sauf contre l'Occident collectif. Exactement. Et cela mène le Japon au désastre, c'est certain. Maintenant, ils disent qu'ils vont imposer des sanctions supplémentaires à la Russie à cause de la visite de Poutine dans les îles Kuril. Enfin bon, oui. Whatever. Yes. Right? Yes. Yeah, go ahead. Mais désormais, il devrait être évident que les plus grands perdants de ces guerres économiques, car ce sont bien des guerres économiques, sont les vassaux des États-Unis. Les États-Unis aussi sont touchés, dans une certaine mesure, mais absolument pas dans les mêmes proportions. C'est une économie continentale, largement autosuffisante, pas totalement, mais dans une certaine mesure, en énergie comme en alimentation. Ils n'ont pas besoin de commercer autant que leurs vassaux. L'Allemagne est un pays commerçant. Le Japon est un pays commerçant. Tous deux importent de l'énergie. La Grande-Bretagne aussi d'ailleurs. Et pourtant, ils ont tous sacrifié leur avenir économique à une stratégie qui n'a absolument aucun sens géopolitique pour eux. Écoutez, si vous êtes l'Empire, si vous êtes les États-Unis, la faction néoconservatrice et impériale des États-Unis, et que vous avez décidé de suivre cette voie, de mener cette guerre pour préserver l'Empire, en vous disant, écoutez, nous devons détruire les BRICS, nous devons détruire la Chine, nous devons détruire la Russie, l'Iran. Au bout du compte, la cible, c'est la Chine. C'est ce que nous allons faire. Si tel est votre objectif, votre politique, alors cette stratégie a du sens. Vous placez vos vassaux en première ligne, n'est-ce pas? Vous placez vos pions. Vous avancez vos pions en premier. Et les deux plus gros pions, ou les trois plus gros pions, ce sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon. Vous les envoyez en première ligne et vous les laissez se faire détruire. Cela vous donne du temps et de l'espace. Et vous espérez qu'ils infligeront des dégâts aux pays que vous ciblez, en particulier aux BRICS et à la Chine. Vous voyez, si vous le replacez dans ce contexte, allez-y, vassaux, faites votre travail. Et c'est ce qu'ils font. Do your thing. Yes. And they do it. Yes. And they do it. And they do it. Et ils le font de leur plein gré, et dans certains cas avec enthousiasme, ce qui est extrêmement étrange. Je veux dire, les historiens vont être perplexes face à une grande partie de tout ça. Alors, quel est le différend autour des îles Kuril? Pour terminer la vidéo là-dessus, quel est le différend historique? Ça remonte même à avant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, à Yalta, des accords ont été conclus entre Roosevelt, Churchill et Staline. Il y a eu des traités qui devaient être signés à San Francisco. Il y a eu des différends pendant la guerre froide autour de ces traités, de l'alignement du Japon sur les États-Unis, ce qui a mis l'Union soviétique en colère. Quelle est l'histoire derrière les îles Kuril? Les territoires du Sud selon la Russie, les îles du Sud selon la Russie. On parle de 4 îles. Les territoires du Nord selon le Japon. Oui. Eh bien, le Japon affirme que les îles Kuril font partie de l'archipel japonais et qu'elles font partie intégrante du Japon. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de cette affaire. Pour résumer les raisons de ce différend, il n'y a jamais eu de véritable traité entre l'Union soviétique et le Japon depuis la Seconde Guerre mondiale.
Non, il n'y a pas eu de traité. Enfin, je dois préciser que le contrôle de ces territoires a oscillé entre les Russes et les Japonais, de la fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Comme vous le savez, il y a eu la guerre russo-japonaise. Enfin, d'abord, les Russes ont établi une présence à Sakhaline et dans certaines de ces îles Kouriles au XIXe siècle. Puis il y a eu la guerre russo-japonaise. Les Japonais ont réussi à repousser les Russes. Resteptoru le sud de Sakhaline et certaines de ces îles, je crois. Ensuite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, que nous calmons aussi, le Japon s'est perdu. Which as we also know, Japan lost. The Soviet Union went to war with Japan. L'Union soviétique est entrée en guerre contre le Japon dans les toutes dernières semaines de la Seconde Guerre mondiale. Cela suscite encore de l'amertume au Japon, parce que le Japon et l'Union soviétique avaient conclu un traité de neutralité. Les Japonais estiment que l'Union soviétique a ainsi commis une violation majeure de ce traité. Nous n'allons pas entrer dans la politique de cette affaire. Je pense que, franchement, cela ne tient tout simplement pas compte des réalités de la fin des années 1940, en 1945. Quoi qu'il en soit, l'Union soviétique a pris l'ensemble de Sakhaline. Elle a occupé ou récupéré les îles Kouriles. Puis, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'au milieu des années 1950, surtout après la mort de Joseph Staline, des négociations ont eu lieu entre l'Union soviétique et le Japon afin de conclure un traité de paix. Et dans le cadre de ce traité de paix, les Soviétiques ont accepté de céder au Japon les 2 îles Kouriles du Sud et de conserver les 2 du Nord. Un traité a donc été accepté et rédigé entre le Japon et l'Union soviétique sur cette base. Les États-Unis, c'était bien sûr la période de la guerre froide, s'y sont opposés. Ils ont dit aux Japonais qu'ils abandonnaient une partie de leur territoire national et que c'était une erreur. Et bien sûr, les États-Unis ne voulaient pas d'un traité de paix entre le Japon et l'Union soviétique. Le Japon s'est donc retiré de l'accord et le traité de paix entre l'Union soviétique et le Japon n'a jamais été finalisé. Le résultat, c'est que les Soviétiques ont conservé les 2 îles Kouriles du Sud. Et le problème couve depuis lors. Entre les années 50 et aujourd'hui, on parle de quoi? De 70 ans. La population russe des îles Kouriles a augmenté, mais leur importance stratégique aussi. Parce que, si vous regardez une carte, vous voyez que les îles Kouriles forment une barrière insulaire qui protège une très très vaste étendue d'océan, appelée la mer d'Okhotsk. C'est là que les sous-marins nucléaires soviétiques étaient basés et effectuaient leurs patrouilles. Je parle des sous-marins lanceurs d'engins intercontinentaux, ceux qui faisaient partie de l'arsenal nucléaire de l'Union soviétique. Et comme les Russes contrôlent l'ensemble des îles Kouriles, il devient très très difficile, ou en tout cas beaucoup plus difficile, pour les Américains et les Japonais d'établir des patrouilles de surveillance dans la mer d'Okhotsk afin de suivre les activités des sous-marins soviétiques. Les Russes ont donc encore davantage intérêt à conserver ces îles. Et ils ont désormais clairement fait savoir, et cela fait un certain temps qu'ils le disent, qu'ils ne sont pas disposés à y renoncer. Le résultat, c'est que le Japon insiste pour qu'elles lui soient rendues, tandis que les Russes refusent catégoriquement de les restituer. Jamais. Et il est désormais contraire à la constitution russe de les rendre. Les relations entre le Japon et la Russie restent donc en quelque sorte gelées, et un traité de paix entre les deux est impossible. Très bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble et sur Telegram. Nous sommes aussi sur Substack, alors n'hésitez pas à nous y retrouver. Et sur la boutique Duran, nous avons en ce moment une offre spéciale été. Le lien vers la boutique Duran se trouve dans la description, juste en dessous. Prenez soin de vous.
down below. Take care.